par définition, la réforme le risque politique est inhérent à la réforme. Pourquoi? Parce que la réforme, c'est le passage d'un équilibre économique à un autre. Et donc, comme tout processus de changement, il y a de l'incertitude, du risque. Et donc, il faut sortir en fait, de cette vision française on va dire de l'acte législatif pur. La réforme, il y a toujours une négociation, un affrontement, des rapports avec différents acteurs. Et donc, la réforme politique, comment dire, elle est jamais simple et tranquille. Et même dans les exemples à l'étranger qui sont souvent cités en France, je pense à Gerhard Schröder en Allemagne, la réforme a été compliquée, a été le fruit de négociations et d'affrontements. Et les exemples qu'on a travaillés et qu'on a regardés dans le passé en France et à l'étranger nous montrent que la réforme en réalité n'est pas un risque politique, c'est même une opportunité politique, puisque les réformateurs à l'étranger, en Grande-Bretagne, David Cameron, Angela Merkel en Allemagne, les réformateurs sont réélus. Donc on a une mauvaise perception de la réforme quand on croit que c'est un risque politique, c'est une opportunité, il faut savoir la saisir. Elle n'est pas, c'est pas une transition qui se fait nécessairement facilement, mais il y a là une possibilité dont la France est tout à fait capable. La France peut être réformée. D'abord, la France est souvent réformée, et donc elle peut l'être encore. Et ce que montrent les exemples étrangers, c'est qu'il ne faut pas fantasmer ni construire des mythes sur la réforme. Il n'y a pas un pays où la réforme se passe de façon paisible et sans le moindre heurt. Donc la France, comme les autres pays, peut s'engager dans ce processus. En fait, ce que montre notre note, c'est que tout est question de méthode et que si on veut pouvoir réformer la France, il faut engager un énorme travail en amont pour préparer la réforme, engager un travail qui sera suivi à l'aval sur la mise en œuvre de la réforme, mais la France peut être réformée pour autant qu'on s'en donne les moyens techniques et les moyens d'expertise dans la méthode de la réforme. Et cette méthode ne peut être mise en œuvre également qu'à notre sens, si il y a un projet politique. C'est-à-dire avant d'embarquer les gens dans un changement qui nécessairement suscite une inquiétude, personne n'aime être déstabilisé dans son quotidien, pour embarquer les citoyens dans ce changement, il faut leur dire où on va. Il faut leur donner un cap, et ça c'est aux politiques de définir ce projet. Une réforme efficace se prépare en amont de la réforme et à notre sens, ce qu'on montre avec Mathieu, c'est qu'elle se prépare même en amont de l'élection du président ou réformateur. Préparer en amont, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler à savoir exactement ce qu'on va faire, comment on va le faire et préparer l'opinion. La réforme, c'est aussi... il y a aussi un travail de marketing politique à faire pour expliquer aux citoyens ce qu'on leur propose d'engager. Ce travail en amont, il se complète au moment de l'élection par un contrat qui est passé d'une certaine façon avec les électeurs. Il faut leur dire clairement ce qu'on va faire. À l'inverse peut-être de ce qu'a pu faire François Hollande dans son élection en 2012, où son message pouvait être ambigu, en tout cas en certaines déconnexions avec la politique qui est menée depuis quelques années. Il faut dire clairement aux électeurs ce qu'on va faire et comment on va le faire. Et ensuite, il y a une troisième étape qui vient en aval, la réforme efficace. Elle doit être préparée et suivie. On doit savoir exactement quels sont les points de blocage, ce qu'on en fait, comment on les adresse. Est-ce qu'on discute avec les syndicats? Est-ce qu'on répond aux perdants? Oui, non, c'est des choix politiques à faire. On en traite dans la note. Et il faut préparer cette mise en œuvre pour qu'on s'assure que la réforme sera mise en œuvre jusqu'à son terme. Il n'y a pas qu'une question, comme on le voit dans le débat politique aujourd'hui, de savoir si c'est quel est le véhicule législatif qui est le plus opportun? Est-ce que c'est une loi? Est-ce que ce sont des ordonnances? Est-ce que c'est un référendum? C'est un sujet, on en discute, mais ça n'est pas le seul. Il y a d'autres éléments à préparer sur la mise en œuvre réelle de la réforme. C'est un enjeu crucial pour deux principales raisons. D'abord, pour l'efficacité de la réforme en soi, c'est-à-dire comment agencer les différentes réformes dans le temps pour maximiser leurs effets, pour maximiser leur impact sur l'économie française. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui, la recherche économique se rend compte que l'interaction entre les réformes est essentielle pour maximiser leur impact sur l'économie. Enfin, le deuxième enjeu qui est plus connu, mais qui est vraiment important, c'est l'enjeu politique. C'est-à-dire comment répartir les réformes dans le temps pour assurer leur mise en place effective. Et donc là, il y a en fait un arbitrage à faire entre l'envie de les mettre en place le plus tôt possible pour en récolter les effets, le moment venu, c'est-à-dire pour la réélection, et en même temps
assurer qu'il y a une bonne répartition dans le temps des réformes pour éviter qu'elles se télescopent. Il y a eu de nombreuses réformes qui ont été avortées parce qu'elles se télescopaient, c'est-à-dire que 2 réformes été mises en place en même temps, qui n'avaient rien à voir et qui ont créé encore plus d'incertitudes dans l'opinion et donc entraîné leur rejet. Alors, on peut convaincre les partenaires sociaux de soutenir les réformes et idéalement, c'est mieux. Bon, il faut convaincre un maximum de gens de s'engager dans le mouvement que le gouvernement réformateur veut mettre en œuvre. Si toutefois, comme c'est le cas en France souvent, les partenaires sociaux sont dans une position d'obstruction et refusent la réforme, non pour des motifs de conséquences sociales, mais plus pour des motifs idéologiques, ce qui marque quand même souvent les syndicats, par exemple en France, notre point de vue est qu'il n'est pas nécessaire de mener le dialogue social à son terme si de toute manière il n'aboutit à rien. D'ailleurs, ce que montrent les réformes qui ont pu faire dans d'autres pays, qui ont pu avoir lieu dans d'autres pays de l'OCDE, c'est que le dialogue social n'est pas le cœur de la réforme et qu'il y a souvent des réformes qui ont été menées contre les partenaires sociaux et pourtant avec des résultats positifs pour l'ensemble de l'économie. Le cas, je veux dire, un peu le plus extrême et peut-être le plus connu est celui de Margaret Thatcher, qui a su réformer son pays il y a des années, en rencontrant une opposition très forte des partenaires sociaux, et pourtant, c'est sa conviction personnelle et celle et la solidarité de son gouvernement qui ont permis de réaliser les réformes. Ce qui est important, c'est que le réformateur doit nouer un contrat avec ses électeurs. C'est les électeurs qui doivent être convaincus, c'est eux qui le doivent emporter. Si les partenaires sociaux représentent les électeurs et les citoyens, dans ce cas, évidemment, il faut parler avec eux. Il se trouve qu'en France, pour des raisons de mécanisme de représentativité et de fonctionnement du système politique, ce n'est pas le cas. Donc une réforme a toujours des gagnants et des perdants. Dire qu'une réforme est bonne pour tous, c'est un mythe. Donc à partir de ce constat, il faut apprendre à connaître et jauger ces gagnants et ces perdants. C'est-à-dire leur niveau d'organisation, qui sont-ils, quels sont leurs motifs d'opposition ou de soutien à la réforme, leur capacité de nuisance. Il faut jauger tout cela, il ne faut pas les ignorer. Par exemple, ce qu'avait fait Arnaud Montebourg à l'été 2014, quand il avait ciblé les professions réglementées, ces 137 professions qu'il avait nommées en disant qu'elles captaient une part du pouvoir d'achat des Français, en disant il avait promis de remettre un peu de justice dans ce système. Ça, c'est vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il s'est caché derrière une certaine posture morale et il n'a pas pris en considération l'opposition de ces professions. Donc une fois qu'on a ciblé et qu'on a évalué ces différents acteurs gagnants et perdants, il faut chercher à les impliquer dans le processus de réforme. Les gagnants, il faut les mobiliser, parce qu'ils sont souvent spectateurs de la réforme un peu passifs, et donc il faut chercher à les mobiliser derrière la réforme. Et les perdants, il faut chercher à les indemniser ou à leur créer des nouvelles opportunités. On ne peut pas juste les laisser sur le côté en disant « vous perdez dans la réforme ». Donc il faut chercher à leur créer des opportunités, des nouvelles professions, des nouvelles opportunités dans l'économie, et ou les indemniser si on en a les moyens et si ça a un certain sens. Et il faut surtout éviter, pour compléter ce que vient de dire Mathieu, la position du despote éclairé qui considère avoir raison, que sa réforme aura des effets positifs, ce qui était par exemple le cas d'Arnaud Montebourg dans la réforme des professions réglementées, et du coup mépriser les différents intervenants. Si on prend le cas des taxis par exemple, on peut considérer à raison que les taxis bénéficient de réglementations qui entretiennent des rentes et que ces réglementations doivent évoluer. Il n'en empêche pas moins que si on modifie le régime légal aujourd'hui, les chauffeurs de taxi seront perdants. On ne peut pas les ignorer, les balayer d'un revers de la main. Il faut répondre à leur inquiétude, parce que d'autant plus que ce sont des professions, dans le cas des taxis encore plus, qui ont un pouvoir de nuisance et qui peuvent bloquer la réforme.